On va prendre un gros morceau d'application numérique avec Too Good To Go. On va ajouter des plateformes de cofinancement du monde agricole. On va valoriser le tout avec un important dirigeant d'une importante coopérative française. On va assaisonner tout cela avec un politologue qui a étudié le phénomène de l'agribashing, entre autres. Et puis on va rajouter une note salée ou même sucrée avec un académicien comme Éric Orsena. On va saupoudrer de dessins pimentés notre ami Urbs et on devrait avoir la recette de cette belle rencontre qui s'annonce ce matin. N'est-ce pas, Laetitia ? Manger numérique ou comment le numérique modifie nos manières de consommer et de produire. Une recette concoctée par l'agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Sud-Ouest et que nous allons vous servir ce matin avec Stéphane Vecchiani. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette rencontre que l'on vous propose effectivement avec l'ANA et Sud-Ouest et nos importants partenaires aujourd'hui et invités qu'on va vite retrouver. Mais en attendant, on va inviter sur ce plateau une personne avec Laetitia qui va nous rejoindre. Oui. Un représentant de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Et j'en profite pour remercier Urbs qui va nous accompagner en dessin ce matin. Bonjour Philippe Lassalle, vous êtes à la fois le représentant de cette Chambre régionale de commerce et d'industrie qui évidemment englobe l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi un moment important de cette vie de l'ANA puisque cette conférence, vous la connaissez bien, vous en faites aussi partie. Et puis aussi, vous avez votre casquette d'entrepreneur qu'on ne présente plus ici, au moins sur ce territoire et sur toute la France, qui est la maison Menot, une maison qui a fait aussi son image sur le RSE et sur le bio. Pourquoi la CRCI s'associe à ce type de rencontre ? D'abord, en tant qu'administrateur de l'ANA, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir toutes et tous aujourd'hui sur ce plateau. Et puis, je voudrais remercier notre parrain, Éric Orsena, qui nous fait le plaisir de venir animer cette seconde conférence, ce cycle de conférences que l'on a souhaité avec les administrateurs et le groupe de travail. L'an dernier, il y a un an, on lançait une plateforme solidaire avec l'ANA. Elle a mis en 3 jours 40 000 consommateurs en relation avec 1700 producteurs. Alors c'est l'exemple type de cette révolution numérique qui est vraiment accélérée grâce ou à cause, on ne sait plus comment dire, de la crise Covid. Comment vous l'avez vécu, vous, dans votre entreprise ? Écoutez, dans notre entreprise, on est passé quasiment du néant avec aujourd'hui 3% du chiffre d'affaires qui se fait via le numérique en commerce en ligne. Et pour ce faire, on a été aidé dans le cadre du plan usine du futur du Conseil régional d'Aquitaine. Merci Philippe, à très bientôt. Merci. Merci à tous les deux. Nous allons à présent présenter nos invités et décortiquer parfois leurs activités, car on a certainement besoin de vulgariser certains termes. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous accueillons un consultant de luxe. Bonjour, monsieur Éric Orsena. Est-ce que vous nous entendez, Éric Orsena ? Très bien. Formidable. Et nous, on entend très très bien aussi. Très bien. On est ravis de vous retrouver. Alors pour ceux qui sont fidèles à ces rencontres, et ils peuvent l'être, c'est la deuxième déjà, on vous avait sur ce plateau effectivement pour notre première rencontre, et puis là vous nous faites une infidélité à la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas pourquoi, vous nous préférez la Bretagne, ici c'est incompréhensible. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. On va vous présenter nos invités. Eric, vous aurez l'impression comme ça d'être avec nous, et au fur et à mesure, il va y avoir des mots qui peut-être vont vous faire réagir, et si ce n'est pas le cas, on viendra vous solliciter. Bonjour, Katie Montfort. Vous êtes farmer analyste chez Crown Farming qui propose une solution pour que le consommateur devienne pleinement acteur de son alimentation. Katie, concrètement avec vous, on peut adopter une vache laitière ou donner son nom à un prunier. On va commencer par la définition de votre profession, farmer analyste. Expliquez-nous. Avant qu'Éric Orsena nous appelle pour dire que c'est pas bien de prendre un franglais, mais on devance, allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, donc moi je représente la plateforme Crowd Farming, qui est une plateforme donc, qui permet aux producteurs, aux agriculteurs de pouvoir vendre directement leurs produits auprès du consommateur final. Moi, en tant que farmer analyste chez Crowd Farming, mon rôle est donc ma mission est de proposer, de rechercher de nouveaux producteurs en France et de pouvoir proposer sur notre plateforme une offre riche de produits avec des spécificités régionales françaises. Farmer analyste, Éric Orsena, ça vous parle ? Vous auriez une traduction ? Je trouve ça complètement ridicule. On a bien fait Ça de faire commence venir, bien. Orsena, ça commence bien, on est Voilà. entre nous, allez-y. Pourquoi ? Quand on s'était vu la première réunion, on avait dit qu'il ne fallait pas tricher avec les appellations. Et il ne fallait pas dire que c'est, je ne sais pas, la saucisse d'Ardèche quand la matière vient de Roumanie. Alors,
comme ce mot de ferme est magnifique, comme ce mot de conseil ou d'analyste est aussi magnifique, pourquoi prendre ces choses-là? Ça me frappe, c'est étrange parce que ce que nous sommes en train de voir grâce au numérique, et on va en parler, c'est justement de trouver des circuits courts, de revenir avec l'identité, de venir avec la singularité des choses et pas rentrer dans cette globalité qui nous fait tant de mal. Et moi, j'adore la langue anglaise. Je parle bien anglais, j'ai fait beaucoup de mes études en Angleterre, mais ça, c'est la langue globish. Et donc, quand vous entrez dans une ferme avec vos bottes, où je viens tout le temps, et dire je suis farmer analyste, franchement, on a l'impression de se retrouver dans les tours de la Défense. Donc, je suis tout à fait perdu et que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Donc, je suis absolument séduit et puis emporté par ce que vous faites. Mais pourquoi ce mot-là? On va en parler d'ailleurs dans les autres plateformes parce que too good to go. Alors que c'est pas possible parce qu'il suffit de dire trop bon pour jeter. Alors, Éric Orsena, avant que vous fassiez la liste après de l'agribashing avec Eddy Fougy, etc., on va poser les mots. Alors, évidemment, on souhaite la bienvenue à Katie Montfort qui va rester avec nous. Hein, et elle va vous répondre, parce qu'évidemment, elle va répondre. Alors, pourquoi ce mot, Katie? Il y a forcément une raison. Allez-y. Je voulais juste dire mon sentiment et puis après. Mais c'est très bien, elle vous répond. Dans le fond de l'affaire. Elle vous répond. Allez-y. Alors, Katie. je vais vous répondre tout simplement. C'est vrai qu'on utilise ce mot en anglais, on pourrait l'utiliser, je le changerai si vous voulez pour vous en français. Mais non, en fait, donc, moi, mon rôle, c'est pour la sélection des agriculteurs qui vendent sur notre plateforme. Nous, on cherche des producteurs qui soient engagés, qui suivent en fait notre philosophie, la philosophie de crowd farming. C'est-à-dire des producteurs qui recherchent le lien avec le consommateur. Alors, on va y revenir, Katie, juste sur le mot peut-être. Voilà. Et donc analyste, parce que mon rôle, c'est justement d'analyser, de parler avec des producteurs, d'aller les voir et de voir si... Mais pas en français, parce que finalement, c'est une appli qui vise l'Europe, voire le monde. Oui, exactement. Voilà. Nous sommes une plateforme espagnole, à la base, avec 3 cofondateurs espagnols et une cofondatrice française. Et nous avons des producteurs, 180 producteurs maintenant, un peu partout en Europe, mais notamment en Espagne, en France, en Allemagne et en Italie. Et nous vendons auprès de près de 250 000 utilisateurs maintenant, un peu partout en Europe. Allez, on va continuer parce qu'on va continuer à présenter nos invités. Sophie Cucheval, alors je prends moins de risques, moi j'ai de la chance, directrice d'opération chez Mimosa, je coche toutes les cases. C'est un site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. On va y revenir aussi tout à l'heure dans le détail. Et il y a un autre invité qui va passer un moment. On va passer à Too Good To Go. Hein. Simon Foucault, bienvenue. Vous êtes responsable des affaires publiques donc d'une des applications les plus connues en France. Cette application qui sauve les invendus alimentaires et lutte contre le gaspillage. Une traduction justement de Too Good To Go. Je crois que la traduction proposée par Éric Orsena était bonne. Trop bon pour être jeté. Et je vais avoir un peu la même réponse que ma collègue et ma voisine. Aujourd'hui, Too Good To Go, c'est une plateforme internationale. On est présent dans 14 pays européens, on est présent dans 15 pays à travers le monde, puisqu'on a ouvert les États-Unis il y a quelques mois. Et c'est surtout parce que le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Donc, considérant que ce problème est mondial et ne concerne pas que la France, on a décidé de s'attaquer au gaspillage alimentaire à travers le monde entier et donc de prendre un nom qui parlerait au plus grand nombre, et donc c'est Too Good To Go qui l'a emporté. Et j'espère, comme vous l'avez dit, c'est une application aujourd'hui qui est connue par de nombreux utilisateurs, notamment francophones. Et aujourd'hui, on a 8 millions d'utilisateurs en France, et on a 25 millions d'utilisateurs à travers l'Europe. Donc voilà, j'espère que malgré cet anglicisme, il va les utilisateurs... faire culpabiliser non plus tout le monde, Éric Orsena, on me voilà rassuré. Mais donc j'espère que ces 8 millions d'utilisateurs savent que Too Good To Go, ça veut dire trop bon pour être jeté. Ok. Thierry Blandinière, avec vous, on reste dans l'international, 19 pays pour InVivo. Vous êtes le directeur général, on vous a connu ici, on est ravis de vous retrouver en Nouvelle-Aquitaine. C'est un territoire qui vous est cher, on ne va pas rappeler des grandes heures d'entreprises régionales, d'heures de rugby, mais en tout cas c'est important de montrer qu'on a les pieds ici. C'est 192 coopératives, si mes chiffres sont bons, un CA de 5 milliards, 5000 salariés, enfin, c'est juste colossal. On va voir avec vous justement que grâce à cette taille, il y a peut-être des choses à faire dans cette dynamique. Et on parlera entre autres d'Aladin.farm.
Eddy Fugier, bonjour. Vous êtes expert consultant indépendant et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient d'être publié, Malaise à la ferme. Merci Stéphane. Il s'agit donc d'une enquête sur l'agribashing. Tout à fait. Et Éric Orsena, sans relancer le débat, et on vous adore, agribashing, ça inspire quoi pour vous quand on sait votre attachement à ce milieu? Moi, ce qui me frappe de tout ce qui a été dit, c'est que vous êtes en train de faire évoluer de manière magnifique les relations avec notre nourriture. Et rien n'est plus beau que le titre de In Vivo, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et en pleine pandémie, je vais vous dire, et en tant qu'ambassadeur de Pasteur, notre boulot, c'est In Vivo. Et donc ça, on est au cœur de l'affaire. Donc il se trouve qu'il y a des mots anglais qui n'ont pas d'équivalent français, ou beaucoup moins fort. Et moi, je suis d'accord avec le bashing, parce que je n'ai pas trouvé de mot français correspondant. Et donc ce agribashing, c'est exactement comme ça. Alors ça pourrait être la baffe, on donne des baffes aux agriculteurs que je trouve absolument scandaleux. Parce que, comme vous savez, c'est ma position depuis toujours, on demande aux agriculteurs de produire toujours moins cher, et alors qu'évidemment, ils ne peuvent pas répondre à toutes les contraintes. Donc, moi, j'admets agribashing parce que je n'ai pas trouvé mieux. Donc, quand on pourra de nouveau se retrouver avec les académiciens, et vous imaginez qu'ils font attention, parce qu'étant donné leur âge, ils sont plutôt plus que les autres. Et ben voilà, et donc là, on verra, mais si on me trouve mieux que bashing, je prends, mais pour l'instant, je garde bashing. Mais moi, j'étais en colère parce que, exagérant rien, mais en tout cas, ça me faisait marrer de poser cette question-là. Voilà, vive honte à l'agribashing. Eddy Fugier, pourquoi est-ce que vous avez voulu mener ce travail justement sur l'agribashing ? On sentait depuis quelques années, effectivement, dans beaucoup de milieux agricoles, un sentiment d'un dénigrement dans l'espace public, pas uniquement dans les médias, mais aussi dans les réseaux sociaux, dans l'édition. Et effectivement, ce terme est venu un petit peu coaguler toutes ce sentiment de dénigrement. S'il y a un terme français, c'est plutôt ce sentiment de dénigrement. Et initialement, d'ailleurs, la notion de bashing, c'était sur le French bashing, expression qui concernait plutôt la France. Et donc, c'est devenu ce sentiment qu'un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'activités étaient remises en cause par des reportages télévisés, par des associations. Et il y a un aspect positif là-dedans, malgré tout, c'est que ça a amené les agriculteurs à se poser de bonnes questions, notamment sur la déconnexion qui avait pu se produire entre eux et les consommateurs ou les citoyens, pour des raisons principalement de nature économique, parce qu'effectivement, les agriculteurs sont souvent des producteurs de matières premières pour un processus de transformation par des coopératives, des industriels, etc., etc. Donc, ils se sont éloignés du consommateur, et donc ça a été une piqûre de rappel. On est dans une période où, effectivement, les piqûres sont importantes, et où ça leur a amené à se reposer des questions, et à faire ce travail de farmer analyst, c'est-à-dire de voir qu'il fallait parler à nouveau, entendre les préoccupations des consommateurs. Je vous rappelle qu'il y a une enquête de l'IFOP avant la crise qui montrait que 9 Français sur 10 se posaient des questions sur ce qu'ils avaient dans leur assiette. Ils étaient préoccupés par ce qu'ils avaient dans leur assiette. Donc ce ne sont pas uniquement des critiques sur les pesticides et l'élevage, pour aller vite, mais qu'il y avait un certain nombre d'interrogations sur ce que les gens ont dans leur assiette et qu'il fallait répondre à ces interrogations, et que les agriculteurs étaient sans doute les mieux placés pour expliquer ce qu'ils faisaient au quotidien. Mais c'est vrai qu'on met bashing aussi sur finalement des enquêtes qui prouvent à un moment donné qu'effectivement les agriculteurs auraient pu pas utiliser ou avoir recours à des pesticides pour de mauvaises raisons. Le problème, vous voyez, sur le bashing, mais derrière agribashing, finalement, des choses qui ne méritent pas forcément. Il y a encore une fois un certain nombre de préoccupations et d'évolution de ce qu'on appelle un peu trop facilement les attentes sociétales qui ont évolué. D'évolution par rapport à la consommation, à la production de viande, notamment à l'impact sur la santé ou sur le climat, à l'impact des pesticides sur l'environnement et sur la santé. Donc effectivement, ce que l'on voyait, ce qu'on acceptait
au moins sous la forme d'une indifférence bienveillante il y a 20-30 ans, on ne l'accepte plus. Donc il faut que le monde agricole en prenne conscience. Et aussi, je dirais, les agriculteurs sont souvent aussi les victimes collatérales de la mauvaise image d'autres acteurs de la chaîne alimentaire. Les agrochimistes, par exemple, pour prendre un exemple, mais aussi des industriels. Et on a vu, par exemple, dans les enquêtes, une baisse de la popularité des agriculteurs, de la confiance qu'ils inspiraient au moment de la crise de la viande de cheval, qui n'avait absolument rien à voir avec le monde agricole, mais effectivement, tous les éléments un petit peu fragiles de la chaîne alimentaire peuvent avoir un impact sur l'image des agriculteurs. Allez, on va rentrer dans le vif du débat. On y était déjà avec ce mot bashing et cette déclinaison que nous avons eue grâce à vous. Merci encore. Et à Éric Orsena. Laetitia, rappelez à l'audience que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Vous les envoyez, on les prendra au fur et à mesure. On en a déjà quelques-unes. On les prendra tout à l'heure. On avait fait la promesse la dernière fois de les prendre toutes. On n'avait pas pu, mais je vous assure qu'on va continuer à être attentif à vos questions, qu'elles soient directement pour des gens sur le plateau, plus générales, ou pour une question pour notre dessinateur. Si vous n'avez pas compris un dessin, par exemple, puisqu'on va voir ces dessins régulièrement. Laetitia, on va avoir 3 temps forts pour animer cette rencontre. Exactement, notre échange va se décliner en 3 parties. Le numérique pour créer du lien, le numérique pour mieux manger et le numérique pour mieux rémunérer. Nous allons commencer donc avec le numérique pour créer du lien. Stéphane. Alors, créer du lien, on l'a vu, Éric Orsena, je vais revenir vers vous. On a senti votre attachement. Vous avez parlé de vos bottes et des visites à la ferme tout à l'heure. L'opposé de l'agribashing aujourd'hui, c'est l'agri-loving. Donc je suis désolé, c'est encore un mot franglais, mais on va arrêter de faire la fixette là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'inverser la tendance avec l'évolution qu'on a vue et avec ce que disait encore tout à l'heure Philippe Lassalle sur le coup d'accélérateur justement via le numérique, du lien direct entre le consommateur et le producteur? Est-ce que du coup, on est en train de redécouvrir qu'on s'aime? Alors, d'abord, il y a eu un point que je vois bien aussi dans les relations avec les scientifiques, c'est-à-dire retrouver la confiance. Et donc, ce que vous avez dit dans les analyses là, sur l'agribashing, c'était ça aussi, c'est-à-dire on faisait moins confiance qu'avant. D'abord parce qu'on fait plus attention, et ensuite parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales, etc. Donc, la question de la confiance est posée. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la vie, nous sommes ce que nous mangeons. Et que l'importance de la santé, inutile de la poser en ce moment, cette question-là, parce qu'elle est clé, mais c'est aussi la question de la capacité à nourrir. Et lié à ça, on pourrait dire aussi qu'il y a une sorte dans le mauvais, on pourrait dire du consumer bashing. Moi aussi, je peux parler anglais, parce que, quand même, on est passé en 15 ans, en 20 ans, de 20% du budget consacré à l'alimentation à 11%. Donc, on demande de consacrer à l'alimentation de moins en moins cher, parce qu'il y a des tas d'autres objets, etc. Et ça, il faut bien savoir que quand on paye moins, normalement, on a moins de services. Donc cette question-là est absolument clé. Mais on est en train de voir un peu les contraintes qu'il y a, et je pense que les agriculteurs ont eu raison. Au lieu de faire le dos rond et de dire c'est insupportable, les gens des villes, etc., ils commencent à ouvrir les fermes, à discuter, et je pense qu'il y a un début de dialogue qui est en train de s'instaurer entre les agriculteurs et les consommateurs. Mais il faut quand même se rappeler que les plus fragiles, ceux qui souffrent le plus, et une des populations dans laquelle il y a le plus de suicides, c'est les agriculteurs. Donc il faut quand même savoir un peu où sont les fragilités. Merci beaucoup, Éric Orsena. Nous allons découvrir maintenant Crowd Farming, qui est un bel exemple de plateforme qui crée du lien, justement, Katie Montfort. Découvrons votre plateforme avec ce reportage de Julien Privat. Dans ce verger d'une dizaine d'hectares situé à Pennes-d'Agenais dans le Lot-et-Garonne, ces pruniers sont disponibles à l'adoption. Celui-là, il a une quinzaine d'années à peu près. C'est les avant-derniers vergers qu'on a plantés sur la ferme. Cet arbre, Crowd Farming, les gens peuvent l'adopter et peuvent récupérer une box de pruneaux vis-à-vis de ce prunier-là. Une adoption et des fruits en échange. Un concept original motivé par le site internet Crowd Farming, une plateforme qui met en contact direct les producteurs et les consommateurs.
un plus pour les producteurs. Ça nous permet de sécuriser une partie de la production pour pouvoir ensuite la réinvestir pour le renouvellement de nos vergers. À la ferme du Lacaille, la famille Pourcel est installée depuis déjà 4 générations. Une ferme traditionnelle du Lot-et-Garonne qui produit des pruneaux bio depuis plus d'une dizaine d'années. Ils sont tous écoulés en vente directe et de plus en plus par Internet. Eva s'occupe des colis. Celui-ci prend la direction de la Belgique. Donc là, c'est un colis pour une personne qui a adopté un arbre donc, du coup, sur le site. Et c'est pour ça qu'on le prépare. Et donc, du coup, elle a les pruneaux de l'arbre. Crow Farming nous a apporté une certaine visibilité et également des clients qu'on n'aurait jamais pu toucher puisque voilà, c'est tourné à l'international et également au côté vraiment européen. Et donc, du coup, on retrouve des clients qui ne nous connaissaient pas, qui n'auraient pas forcément pu voir notre site. Et grâce à eux, ils peuvent découvrir notre produit et la qualité des pruneaux que l'on fait. Et voilà, le colis est fait. Après une année sur Crowd Farming, la famille Pourcel a pu tisser des liens avec leurs nouveaux clients. On a déjà eu des appels de Crow Farmers qui nous appelaient pour avoir des recettes avec des pruneaux, notamment une dame qui était en Allemagne et qui souhaitait faire des pruneaux à l'eau de vie et du coup elle nous demandait des petits conseils pour faire ses pruneaux à l'eau de vie. Ça nous a permis de toucher une grosse clientèle en Allemagne notamment, en Autriche et sur les pays d'Europe de l'Est. Donc c'est vrai que ça c'est une clientèle qui était plus compliqué pour nous à appréhender puisqu'il faut traduire le site, il faut être référencé dans ces pays-là, ce que nous on n'a pas la possibilité de faire. Donc Crow Farming nous apporte un vrai plus sur ça. La vente directe, cela fait déjà une vingtaine d'années que les Pourcel l'ont adoptée. Aurélien arrive avec des idées plein la tête et amorce le virage du numérique, ce qui apporte une plus-value à la ferme du Lacaille. Ah bah oui, j'en entends parler. Oui, non, mais je pense que c'est une nouvelle forme de commercialisation. Hein. Donc c'est dans la continuité de ce que l'on propose. Le numérique représente les 3/4 des ventes de la ferme. Depuis leur inscription sur la plateforme Crowd Farming l'année dernière, leur chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Ça fait une augmentation quand même qui est intéressante et nous, ça nous fait une partie du chiffre d'affaires qui est sécurisée puisque c'est une partie de la récolte qu'on a du coup à disposition pour Crow Farming et on a une partie de la récolte qui est vendue déjà avant la récolte. En 2020, 200 pruniers ont été adoptés sur la ferme du Lacaille. Un succès qui se confirme, cette année, il y en a déjà eu 300. Au total, 7 producteurs néo-aquitains sont recensés sur Crowd Farming, des adoptions très variées, brebis, vaches, pieds de vigne, châtaigniers et bien sûr les pruniers. Un soutien aux agriculteurs et aux producteurs en un petit clic seulement. Histoire que celle de Crowd Farming, donc, qui a été créée il y a 3 ans. À l'origine, le constat de 2 frères agriculteurs espagnols, quel était-il ? Exactement. Crowd Farming est né en fait de l'idée de 2 frères espagnols qui avaient hérité d'une exploitation à côté de Valence d'oranges. Ils se sont mis donc à produire des oranges et ils se sont rendus compte qu'en fait finalement le prix de vente des oranges était moins élevé que leur coût de production. Donc ils se sont dit comment on pourrait faire pour vendre nos oranges à un prix plus juste et être mieux rémunérés. Pour cela, ils ont posé la question et ils ont décidé de commencer à vendre en direct aux particuliers. Via un concept qui est assez unique, celle de l'adoption. Donc, ils ont demandé autour d'eux, dans leur village environnant, si des gens voulaient accepter d'adopter un oranger pour recevoir les oranges de leur oranger adopté. Cette idée a fonctionné. C'est comme ça qu'est né Crowd Farming, fin 2017. Et maintenant, nous avons, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 180 producteurs un peu partout en Europe. Cette idée d'adoption, en fait, finalement, crée du lien parce que ça permet en fait aux consommateurs de s'intégrer dans la production, de savoir. C'est vrai que souvent, maintenant, quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, par exemple, vous achetez des oranges bio ou des pommes bio. C'est vrai que vous ne savez pas qui l'a cultivé, quand, comment. Nous, grâce à notre plateforme, c'est vrai qu'on remet
le producteur comme protagoniste. C'est lui qui est il met un peu de soi-même, de son histoire, il explique son savoir-faire et ça permet du coup aux consommateurs de s'identifier à tout ça. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les rayons, on a les photos des producteurs, donc c'est vrai qu'il y a une vraie communication qui est enclenchée là-dessus. Justement, j'en reviens le regard Thierry Blandinière, on va revenir vraiment dans votre métier tout à l'heure, mais sur cet effet-là, cet effet numérique, sur ce plus 10%, 3/4 de la vente, etc., comment vous vous positionnez? Parce qu'à un moment, vous étiez le passage obligatoire, et puis là, on a l'impression qu'il y a des choses qui se font à côté, et vous êtes en train, justement, vous-même, de développer des solutions. Mais comment vous observez ces solutions qui naissent un peu partout? Vous les observez en vous disant, attention, on a un nouveau, entre guillemets, concurrent, on a un nouveau complément, comment vous vous positionnez? Non, mais très naturellement, on les soutient, même financièrement. On va aller voir avec on Mimosa parlera tout à avec l'heure. Mimosa notamment, Mais, et on a des partenariats avec ToGo, donc on considère que c'est justement, très bien. cette stratégie de directeur général, par rapport à ce qui naît, c'est quoi? C'est de dire, je m'adapte et je les accompagne, je compense ce que je vais perdre quelque part pour aller chercher chez eux. C'est quoi la stratégie? Notre stratégie, en fait, c'est de reconnecter globalement le citoyen avec son agriculture et ses agriculteurs, mais surtout son agriculture. Je fais la différence entre agriculteur et agriculture. Souvent, les agriculteurs, quand on parle des agriculteurs, il y a un sentiment plutôt de bienveillance, voilà, c'est plutôt sympa. Quand on parle d'agriculture, ça renvoie à une agriculture productiviste qui a été construite après la guerre, et on est souvent critiqué sur les phytosanitaires, sur l'utilisation de la chimie, etc. Et donc là, on est dans un moment intéressant, puisque la crise du Covid a révélé que finalement, la France avait une agriculture très solide. Quand on parle de souveraineté alimentaire, nous l'avons. Nous l'avons en France, nous l'avons en Europe. Ce n'est pas le cas dans les autres filières industrielles. Dans les médicaments ou voilà. dans les masques. Et ça, la crise a révélé effectivement que l'agriculture est un bien commun qu'il faut préserver dans toute sa diversité, avec les grandes cultures, mais aussi avec des initiatives innovantes pour reconnecter le consommateur. Éric Orsena, est-ce que vous faites cette distinction que partage à l'instant M. Blandinière sur, d'un côté, l'agriculture qui est un peu le vilain et l'agriculteur qui serait le gentil de plus en plus si on va adopter un arbre ou une vache? Oui, sûrement. Moi, ce qui me passionne dans ces questions du numérique, c'est la possibilité d'utiliser le virtuel pour revenir au réel. Et donc, l'exemple que vous avez montré, il est parfait. Le consommateur, il ne sait pas ce que ça veut dire que produire. Il ne sait pas. C'est un enfant gâté qui arrive au marché et il ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. Hier, en Bretagne, tout près de chez moi, j'ai un agriculteur qui a planté 20 000 plants de brocolis. Et les pigeons ramiers ont bouffé la moitié. Eh bien, il me dit, et il y a des gens qui sont contre la chasse ponctuelle de ces questions-là pour réguler. Qui sait ça? On achète les brocolis, on ne sait pas comment ça marche. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce que vous faites, c'est qu'on sait concrètement que c'est des êtres humains qui travaillent, ils ont des contraintes, et qu'il faut respecter ces gens. Et c'est la même chose avec l'eau. Je suis un bon connaisseur des questions de l'eau. On ouvre le robinet et on trouve normal d'avoir une eau de très bonne qualité 24 heures sur 24. Comment on fait ça? Donc, le virtuel permet de revenir un peu aux modalités de production et donc au respect. Donc, à la singularité des gens. Ce n'est pas des machines, c'est des êtres humains qui ont des contraintes et des fragilités particulières. Donc moi, je trouve ça magnifique et c'est vraiment des éléments de ce retissage des liens de confiance grâce à la connaissance. C'est intéressant. Eddy Fougier, vous faites une distinction, vous, justement, entre agriculture et agriculteurs dans votre livre? Oui, tout à fait. Et puis, il suffit de voir une enquête d'opinion. Vous mettez agriculteur et vous mettez agriculture et vous mettez confiance. Vous avez dit ça 20 points de différence. Donc ça, c'est évident. Et parce que, justement, dans l'agriculteur, il y a un humain, quelqu'un qu'on peut connaître ou qu'on peut connaître par différents intermédiaires. Et aujourd'hui, via des plateformes numériques, via aussi, parce que les agriculteurs, eux aussi, s'investissent dans le numérique, sur les réseaux sociaux, notamment via des chaînes YouTube. Donc, on voit le quotidien des agriculteurs. Ils
elles expliquent quel est leur quotidien. Et puis, il y a aussi du réel, il n'y a pas que du virtuel. Les magasins de producteurs se développent beaucoup. InVivo le connaît bien. Ce modèle, soit via des grandes coopératives ou à l'échelle locale. Donc ça, c'est quelque chose. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une appétence des consommateurs pour mieux connaître justement tout le processus de production, et du côté des agriculteurs, justement parce qu'ils ont été titillés, c'est peut-être un euphémisme, par les critiques, ils se montrent davantage ouverts, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, y compris d'ailleurs pour les organisations professionnelles, vis-à-vis donc des préoccupations des consommateurs, et ils veulent montrer ce qu'ils font au quotidien via des chaînes YouTube, mais aussi sur les magasins de producteurs ou via les différentes plateformes dont on entend parler aujourd'hui. Alors, plateforme et créer du lien, ça, Too Good To Go, vous êtes dedans. Simon Foucault, on ne va pas être directement chez son producteur, être plutôt chez le revendeur, chez celui qui va bien vouloir se mettre en position de dire voilà ce qui me reste, venez le chercher, etc. Juste peut-être un rappel par rapport à cette démarche, justement, puisqu'on parle là de connexion, on parlait de reconnecter avec M. Landinière. Rappelez-nous un petit peu l'acte militant qu'est la jeunesse chez vous et qui permet aujourd'hui d'avoir les chiffres justement impressionnants, et on salue votre arrivée effectivement depuis octobre aux États-Unis et au Canada, je crois. C'est ça. Enfin, dans les mois à venir au Canada. Les mois à venir au Canada et États-Unis. Les mois à venir en Amérique du Nord. En fait, la création de l'application, elle est partie d'un constat assez simple. C'est un tiers de la production alimentaire mondiale qui chaque année est jetée à n'importe quel niveau de la chaîne alimentaire, mais voilà, un tiers de tout ce qu'on produit finit chaque année à la poubelle. Vous dites production mondiale, mais c'est parti de France, c'est pas du chauvinisme, mais c'est bien de rappeler que l'application, oui, voilà. L'application, elle est franco-danoise, et que c'est plusieurs entrepreneurs qui ont eu cette idée et ont commencé à coder. Lucie Bache, qui est la cofondatrice française, elle est ingénieure de formation. Elle avait une carrière très bien tracée dans l'industrie agroalimentaire, et en fait, elle a commencé à prendre conscience un peu de la réalité du gaspillage alimentaire, et elle s'est dit, en fait, il faut créer juste cette plateforme, et en fait, un peu ce que disait Eric Orsena, de passer du virtuel au réel. Il faut créer cette plateforme virtuelle qui va permettre à des consommateurs comme moi, comme n'importe lesquels, d'aller chercher leur panier chez des commerçants et chez des producteurs parfois. Et donc, on va vraiment passer du virtuel, le moment où on va commander ce panier anti-gaspi, au réel, où on va aller chercher ce panier à la fin du service ou à la fin de la journée chez le commerçant. On va le voir justement dans un reportage qui est consacré à la plateforme, et je reviens vers vous tout de suite, Simon. Double, je vous explique en quelques mots, tout est fait maison et tout est fait sur place. On fait le matin pour le midi, on est fermé le samedi, donc aujourd'hui c'est ce qui va nous rester. Nous sommes vendredi après-midi. Juste avant de fermer pour le week-end, Sarah reçoit ses derniers clients. Elle propose ses produits invendus à prix cassé via l'application Too Good To Go. Je vous mets ça. Retour 2 heures en arrière, juste après le coup de feu. Sarah fait l'inventaire des paniers qu'elle va mettre en vente sur l'application. Je vais sur l'application Too Good To Go, sur laquelle je vais mettre en ligne les produits qu'on va proposer à nos clients. Les gens vont avoir une notification et du coup, ils vont pouvoir réserver sur l'interface Too Good To Go les paniers repas qu'ils désirent. En quelques clics, les invendus sont proposés aux utilisateurs de l'application. J'ai mis 8 paniers disponibles. Le début d'ouverture de la collecte, donc 15h, 16h30, j'ai validé et là les gens sont notifiés. Ce jour-là, elle espère sauver 8 paniers. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est un panier repas d'une valeur marchande de 15 €. Eux vont la payer 5 €. Nous, ce qu'on aime faire chez Double, c'est quand on a le choix, c'est laisser aux gens le choix des produits. Du coup, ils prennent dans la vitrine, dans les produits qui restent, ce qu'ils ont envie et voilà. En 10 minutes à peine, les premiers paniers sont sauvés. Ça fait 10 minutes que j'ai lancé les paniers repas et j'ai une notification pour 5 paniers déjà. Donc en 10 minutes, c'est hyper intéressant. Le temps de le dire qu'un utilisateur vient d'en sauver un autre. Donc là, on voit que j'avais mis 8 paniers. Et donc sur les 8 paniers, il y en a 6 de sauvés et donc il m'en reste encore 2. Sarah a ouvert avec son compagnon sa restauration rapide Elsie il y a 1 an dans ce quartier d'affaires de Bordeaux. Très rapidement, ils ont proposé leurs invendus sur l'application Too Good To Go. Ça permet de pallier un petit peu aux pertes. Donc ce qui nous reste en vitrine, on les propose sur Too Good To Go. Du coup, les gens viennent les chercher. Donc de ce côté-là, c'est d'un point de vue financier, évidemment. Mais en plus de ça, nous, ça nous permet de faire connaître aussi notre business et complètement de rentrer dans la démarche d'anti-gaspillage qui est hyper importante à nos yeux. Pas le temps de souffler, les utilisateurs de l'application viennent déjà récupérer leur panier.
Sarah en profite pour présenter le concept de son établissement. Ce qu'on propose, nous, à nos clients Too Good To Go, c'est ce qu'on n'a pas vendu dans l'après-midi, puisque tout est frais. On ne revend pas le lendemain. Donc là, je vais vous proposer de choisir le panier qui vous convient, avec ce qui me reste. Céline teste actuellement les différentes adresses sur Bordeaux proposées par l'application. Hormis le côté anti-gaspillage, elle y trouve un avantage économique. En ce moment, je suis pas mal sur l'application et je suis à la recherche de tous les nouveaux petits commerces comme celui-ci pour découvrir de nouvelles choses. Pour 9 €, j'ai eu 2 plats, 2 desserts et c'est pas partout. Anaëlle est quant à elle une habituée de l'application. Elle est déjà venue ici il y a quelques temps. Son expérience étant positive, elle a tout de suite pensé à cette enseigne pour un dîner avec ses amis. On voit le restaurant sur l'application, ensuite on choisit le nombre de paniers. Voilà. Et puis après, c'est le restaurateur qui slide sur le téléphone et c'est fini. J'utilise Too Good To Go peut-être 2 fois par semaine. De manière générale, donc c'est vrai que ça réduit quand même significativement le budget course, en tout cas j'ai l'impression. Objectif atteint pour Sarah. Les 8 paniers ont bien été sauvés. On a fait partir 8 paniers Too Good To Go. Donc on est très content du résultat. Dans cette démarche anti-gaspillage alimentaire, le numérique doit jouer un rôle important. Depuis l'arrivée de l'application Too Good To Go en France en 2016, plus de 22 millions de paniers ont été sauvés. On vient de le voir, ce n'est pas le hasard, c'est des femmes qui viennent acheter. Et je crois que c'est assez représentatif de votre clientèle. Vous avez des chiffres là-dessus qui sont étonnants. Oui, alors, on a peu d'informations sur nos utilisateurs. On sait qu'ils sont 8 millions, on a leur adresse mail, mais on ne demande pas beaucoup plus d'informations pour plein de raisons. Mais on a fait malgré tout quelques enquêtes, évidemment. Et notre utilisateur majoritaire, c'est une femme, parce que c'est souvent la chef du foyer et que c'est elle qui est en charge de nourrir la famille, peut-être. Et c'est une femme qui est entre 25 et 40 ans, globalement. Alors, il y a évidemment des exemples différents, mais majoritairement, effectivement, ce sont des femmes qui utilisent l'application. Et c'est pas la question pas provocatrice, on est allé tourner ce reportage effectivement ici, à Bordeaux, c'est pas par confort, on aurait bien voulu aller un peu plus loin et trouver en milieu rural des exemples, et hormis de la grande distribution ou de la petite surface de la grande distribution, on n'en trouve pas encore beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être un peu spécialisé, si on est caricatural, pour dire pour les bobos ou en tout cas pour les gens qui vivent en milieu urbain? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a 16 000 commerçants partenaires sur l'application. On considère qu'on pourrait travailler avec 160 000 commerçants à travers toute la France. On a quand même un vrai maillage territorial qui nous permet d'avoir des commerçants un peu sur tout le territoire, dans des petits villages comme dans des très grandes villes. Alors évidemment, on est surreprésenté dans les très grandes villes puisqu'il y a souvent beaucoup plus de commerçants, donc c'est beaucoup plus flagrant. Mais on a cette volonté d'aller chercher le gaspillage alimentaire partout où il existe. Et il existe aussi dans les petits villages, dans les boulangeries des villages. C'est juste plus compliqué à démarcher parce que ça nécessite d'avoir des gens sur le terrain. Et c'est un travail, et en même temps un travail titanesque, et en même temps un travail de fourmi puisqu'il demande énormément de précision. Et donc, notre volonté, c'est que dans les années à venir, on puisse aller chercher tous ces commerçants, ces plus petits commerçants dans des plus petits villages qui ont aussi du gaspillage alimentaire. Mais déjà aujourd'hui, on a énormément de commerçants et on a des plus petits commerçants comme des plus grands, des indépendants comme des grandes surfaces ou des même très grandes surfaces qui existent. Alors, le militantisme, l'anti-gaspillage, on le voit tout de suite sur votre page d'accueil du site internet. Ok, les gens peuvent venir parce qu'ils ont ce souci aujourd'hui de l'anti-gaspi, mais au fond, ne viennent-ils pas car ils font aussi de bonnes affaires? Si, et je m'en félicite, c'est une bonne chose. Là les 8 paniers de cette boutique, si l'application Too Good To Go n'avait pas existé, ils auraient a priori terminé à la poubelle à la fin du service. Et effectivement, c'est face à ce constat qu'on a eu cette idée, que cette idée cette application a été créée. Concrètement, notre message aujourd'hui, il est environnemental. Le message que nous, on veut délivrer à nos utilisateurs, c'est un tiers du gaspillage alimentaire, un tiers de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle chaque année. C'est 10 millions de tonnes en France et c'est énorme. Si les gens viennent pour des raisons financières, n'empêche qu'on les sensibilise aussi sur la cause environnementale et sur le problème environnemental que pose le gaspillage alimentaire, et c'est une réussite. Et c'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire, l'application Too Good To Go, c'est gagnant, 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 gagnant presque. C'est gagnant pour le commerçant, gagnant pour l'utilisateur évidemment, gagnant pour nous, mais aussi gagnant pour la planète. Alors là, on a deux jeunes femmes qui pourraient être utilisatrices de Too Good To Go. Vous l'utilisez, cette application ?
J'ai déjà utilisé. Je ne suis pas une utilisatrice récurrente, mais j'ai déjà utilisé, effectivement. On va passer au lien certainement qui est important aussi, c'est le lien, Thierry Blandinière, que vous connaissez très bien, c'est le lien entre les agriculteurs et le monde de l'agriculture, et les agriculteurs eux-mêmes. Je le disais tout à l'heure, InVivo, et le nom a été salué tout à l'heure, c'est 192 coopératives agricoles. Peut-être rappeler ce qu'est la force de ce lien, parce que là on est en train de parler à des consommateurs, d'ailleurs ils ont des questions, j'en ai deux pour vous Thierry Blandinière, je vous le dis tout de suite, justement parce que ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, l'agriculture et l'agriculteur, ce n'est pas les mêmes mots. Donc, la force du lien et l'histoire de cette force coopérative et comment ça marche aujourd'hui pour que le consommateur qui nous suit aujourd'hui comprenne mieux à quoi vous servez, si je suis caricatural. D'abord, ça renvoie, les coopératives sont sur les territoires. Donc on est dans les villages, on est sûrement, avec nos magasins Gamme Vert, puisqu'on est en jardinerie, avec Jardiland, on est sûrement avec Gamme Vert le dernier résistant commerçant du dernier des villages. Et donc on a vocation à travailler l'économie locale. Donc le modèle coopératif part des villages et s'est construit avec différentes structures pour être compétitif quelque part. Parce que nous sommes dans un monde concurrentiel. Il faut quand même le rappeler. Nous avons des concurrents. Nous avons des concurrents en Europe et dans le monde entier. Et des concurrents qui ne rêvent qu'une chose, c'est aussi venir vendre leurs produits en France. Donc il faut aussi se mettre en position de résistance quelque part et de pouvoir montrer que nous aussi, on est en capacité de bien nourrir la population française. Et c'est là où il faut faire attention, parce que quand on regarde les évolutions, elles sont importantes et on les accompagne dans le bio, dans les produits locaux, et on les soutient. Je l'ai dit, on investit et on considère qu'il y a une vraie demande. Mais quand on aura poussé cette demande au maximum, on va couvrir à peu près 25% maximum de la production française en 2030. Il reste 75% d'une agriculture dite conventionnelle qui doit se réformer, bien évidemment, qui doit prendre en compte. C'est elle doit parce qu'on le doit et que le marché l'attend ou parce que c'est aujourd'hui nécessaire? Elle doit se réformer pour comprendre et pour répondre surtout aux attentes de la société d'aujourd'hui, donc tous les enjeux environnementaux, sociétaux. Et on peut peut-être aussi, en tout cas les agriculteurs sont très mobilisés sur le sujet, de montrer que l'agriculture, c'est une solution au réchauffement climatique. Donc la neutralité carbone, on s'y est engagé, mais ça, plus que ça. Il faut l'expliquer un peu parce que ça peut être totalement à contresens de ce qu'on entend en ce moment. Ben justement, c'est ce qu'il faut expliquer, justement, c'est que l'agriculture peut être aussi un puits de carbone avec des rotations de culture intelligentes qui font que finalement, on aura un bilan positif. Et donc l'agriculteur demain pourra être en capacité de vendre des crédits carbone à des grands groupes pétroliers, par exemple, qui veulent faire de la compensation. Et donc c'est un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Donc tout ça, c'est l'écosystème de l'agriculture, c'est l'écosystème d'InVivo, c'est bien sûr de privilégier les attentes des consommateurs et de les booster. Et donc on pousse le bio, on pousse les produits locaux, on soutient les startups, mais aussi on fait attention aux grandes cultures qui sont le socle de la compétitivité de la filière française. Les grandes cultures, il faut que demain qu'elles soient compétitives, mais aussi qu'elles répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc c'est ça, InVivo, c'est de gérer cette transition agricole, cette transition alimentaire, et il nous faut du temps. Il nous faut du temps, mais en même temps, on est mobilisés, et les agriculteurs de l'écosystème d'InVivo, il y en a 300 000, sont mobilisés pour porter ce message. Est-ce que justement, par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer, vous avez cité deux marques qui sont les vôtres, dont une qui est née aussi dans cette région Nouvelle-Aquitaine, dans le jardinage. Est-ce que vous observez, vous aussi, via le numérique, et on parlait tout à l'heure du virtuel qui nous renvoie au réel, est-ce que vous vérifiez que quand on fait réduire cette distance entre le producteur, entre la fourche et la fourchette, on va dire, pour résumer, est-ce qu'on y gagne? Est-ce que c'est quelque chose que vous développez et que vous avez envie d'encourager, et comment? Ça, c'est la chance d'avoir des outils numériques aujourd'hui, parce qu'on n'aurait pas le numérique. Je ne sais pas comment gérer déjà la crise du Covid, parce qu'on est en télétravail, on le voit, l'activité continue. Et donc, pour l'agriculteur, quelque part, c'est important de se reconnecter, parce que l'agriculteur est parfois un petit peu isolé dans sa campagne. Et donc, le numérique, c'est un formidable outil pour reconnecter avec la société. Et être en ligne directe et écouter les émissions comme aujourd'hui, par exemple, en étant sur son tracteur, pratiquement. Et donc, la reconnexion est importante. Et donc, finalement, on se dit que l'agriculteur doit s'engager dans ce mouvement sociétal. Il a une belle image aujourd'hui, donc il faut qu'il capitalise sur cette image et qu'il dise « mais je porte une nouvelle agriculture positive qui va répondre à ces grands enjeux ». Et donc nous, on mobilise politiquement toutes nos coopératives pour porter ce discours. Et c'est une vraie transition. On est en train de passer d'une agriculture, on va dire, plus dépendante de la chimie à une agriculture qui
qui prend en compte quelque part les atouts de la chimie, mais qui sait aussi se transformer vers des solutions type biocontrôle, alternatives notamment à la chimie. Et donc on est mobilisé là-dedans. Donc on investit beaucoup dans les solutions biocontrôle. Alors justement, il y a un lecteur qui nous suit et qui nous posait la question, justement, n'est-il pas le temps du biocontrôle? Il a sa réponse. Par contre, il y a une question qui là est peut-être un peu compliquée à chiffrer, c'est quand est-ce que cette agriculture bio va prendre le dessus sur l'agriculture conventionnelle, et est-ce qu'on y arrivera un jour, ou est-ce que ce n'est pas possible par rapport à la production? Alors, biocontrôle et bio, ce n'est pas exactement la même chose. On est bien d'accord, on sépare bien les deux. Donc, sur le bio, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On ne pourra pas nourrir 100% de la population française avec une agriculture bio. Si vous faites le calcul, imaginez que ce soit possible. Vous transformez toute la ferme France en bio, vous allez avoir une baisse de production, une montée en gamme de 50%. Donc, de 50%. Vous allez importer, vous allez être encore plus dépendant, quelque part, de l'importation. Et donc, quand on renvoie à la souveraineté alimentaire, on ne peut pas aller sur du 100% bio. Il faut y aller intelligemment par rapport à un marché, il faut l'adresser, mais aussi il faut s'intéresser au marché qui n'est pas bio. Et donc, il ne faut pas être dogmatique, il faut trouver cette transition intelligente d'un modèle économique à réinventer. Vous parliez tout à l'heure de l'image positive que l'on peut avoir aussi des agriculteurs. C'est vrai qu'ils ont aussi, ils capitalisent en ce moment sur leur image. On les voit de plus en plus sur Twitter. Ils ont leur blog, leur chaîne YouTube. Certains ont plusieurs dizaines de milliers de followers. Est-ce que cette communication positive, justement, c'est une bonne piste? C'est formidable parce que, en fait, les agriculteurs, c'était un peu comme l'armée, c'était la grande muette. À part le syndicalisme qui faisait son boulot, et c'est bien. Mais là, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, les agriculteurs prennent la parole. Et on les encourage à prendre la parole. Toutes les agricultures doivent s'exprimer. On ne doit pas laisser un espace forcément à certaines, on va dire, ONG un peu intégristes. Il faut quand même le dire. Est-ce que vous les accompagnez, par exemple, là-dessus? Est-ce qu'il y a Mais nous, on les pousse justement à communiquer. Et voilà, il y a eu certains films qui sont sortis récemment, quand même, qui ont retissé du lien. Il faut capitaliser sur ce moment important pour l'agriculture, d'agri-loving, vous en parlez quelque part. Donc il faut en tirer un bénéfice. Il faut montrer que cette nouvelle agriculture, elle est en mouvement. Il n'y a pas une population qui s'est autant réformée que le monde agricole depuis 30 ans. Est-ce que tout le monde le sait, ça? Les changements de l'agriculture en rotation permanente, c'est juste incroyable. Il n'y a pas une filière industrielle qui aurait accepté ce qu'ont accepté les agriculteurs depuis 30 ans dans la transformation de leur modèle. Pour s'adapter, pour produire. C'est justement parce qu'ils ont été trop discrets. On est en train avec le numérique, je pense de rattraper ça. On était trop sur la défensive. D'accord. Okay. Et donc là, maintenant, il faut passer à l'offensive en positivant, parce qu'il y a plein de choses qu'on apporte. Il faut le faire savoir, quelles que soient les agricultures, que ce soit des produits locaux, des produits bio, ou une agriculture, quand on parle des céréales, quelque part, c'est un enjeu, parce que tout part quand même des céréales dans l'agriculture. Si demain, on lâche sur le métier des céréales, on va importer des céréales russes, américaines, brésiliennes, comme le soja aujourd'hui, où il y a quand même une petite dépendance quand même sur les protéines, hein, il faut quand même le dire aujourd'hui. Donc il faut absolument préserver la compétitivité de l'agriculture dans ces grandes cultures. C'est le socle qui stabilise le modèle économique de tous les circuits qui sont autour de ces grandes cultures. Eddy Fougier, par rapport à cette question justement qui est, j'aime bien cette expression de la grande maître qu'on ne connaissait pas pour l'agriculture mais qu'on pourrait effectivement appliquer, et je le reprends volontiers à Thierry Blandinière, est-ce que justement, puisque c'est dans votre terme, dans votre ouvrage, est-ce qu'on est en train de reconnecter et est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture qu'on est en train de dépasser? Est-ce qu'on peut être un peu optimiste et positif aujourd'hui par rapport à ça? Tout à fait, et je pense que ce que l'on vit en ce moment, la crise que l'on vit en ce moment montre que il y a une accélération en la matière. Encore une fois, du côté du monde agricole, sans doute grâce aux technologies, mais aussi grâce au renouvellement des générations. Les agri-youtubeurs sont assez jeunes. Aujourd'hui, prenons un cas très précis, un David Forge qui a créé sa chaîne YouTube. Il a 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Quand le patron de Twitter Monde est venu en France, il l'a rencontré. Il a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron parce qu'il l'avait interpellé dans une vidéo. Et lorsqu'il s'est installé en tant que céréalier en 2015, tout de suite, il a pris sa caméra, il s'est filmé. Donc, cette nouvelle génération d'agriculteurs ont intégré l'idée de communiquer en direction du grand public et en direction de son entourage parce qu'il lui demandait qu'est-ce que tu fais au quotidien pour montrer ce qu'ils faisaient, pour montrer aussi leurs produits.
Et du côté de la société, on le voit bien avec le succès de ces différentes plateformes, il y a une préoccupation aussi, alors qui peut être une préoccupation en termes de pouvoir d'achat aussi, hein, mais la volonté, il y en a d'autres, moi je suis assez fasciné par ce que fait C'est qui le patron, qui montre effectivement qu'aujourd'hui, consommer responsable, c'est aussi prendre en compte pas uniquement l'impact sur l'environnement, pas uniquement l'impact sur la planète ou sur la santé, mais aussi le revenu du producteur et le bien-être du producteur, pas que le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur aussi. C'est intéressant parce que tout à l'heure, Éric Orsena, qu'on n'oublie pas, nous disait qu'on a toujours dit aux agriculteurs, et est-ce que ça fait partie de ta transformation, vous citiez Thierry Landinière, on leur a toujours dit de produire moins cher. Et là, aujourd'hui, avec cet exemple, et est-ce que vous êtes dit, est-ce qu'on est en train aussi d'inverser cette tendance et faire passer le message? Nous, la dernière fois qu'on a fait cette conférence avec l'ANA, on a quand même eu un message d'une association caritative qui nous a dit, écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais vous nous dites qu'il faut qu'on paye plus cher nos produits pour mieux manger, mais qui va avoir les moyens de manger ces produits-là? Donc il y a quand même une raison à un moment qui doit l'emporter, comme vos fameux 30% qui nous resteraient si on a besoin de faire de l'agriculture. Donc est-ce qu'on a aujourd'hui intégré toutes et tous, et dans votre domaine, ce que cite à l'instant le politologue? Non, mais l'enjeu du prix est important, parce qu'on parle... Est-ce qu'il n'est pas capital, justement? Il est même essentiel. Ben oui. Tout part du prix. Qui peut dire le prix ne compte pas? Donc la question, c'est la valeur ajoutée du produit qu'on met derrière pour le juste prix qu'il faut regarder. Et donc ça renvoie à des différenciations, à du marketing quelque part. Faire des circuits courts, c'est faire du marketing, c'est prendre la marge du distributeur parce que j'ai un circuit court, donc je prends les 15-20% de la marge distributeur, donc j'ai un business model qui est plus intéressant. Revaloriser, on va dire, la casse, comme on dit dans les grands hyper, c'est aussi une opportunité formidable. Mais en même temps, le chef de rayon, il ne doit pas avoir de casse s'il gère bien son rayon. Donc, quelque part, ça renvoie aussi à la pression économique sur le rayon, hein, parce qu'il ne s'agit pas de tout redonner. Parce qu'il y a tout, et ça, c'est intéressant, parce que c'est un cercle vertueux, finalement. Le prix est essentiel. Donc, dans le prix, si on peut réduire la casse, quelque part, on peut baisser quelque part le prix du produit, parce qu'en général, dans les prix, on introduit une notion de casse qui augmente le prix de revient. Vous voyez, donc il y a tout ce modèle économique qu'il faut reconstruire. Et donc le digital, c'est formidable pour ça, parce que ça permet d'avoir une supply chain avec une traçabilité, une blockchain, une traçabilité et une gestion des stocks en flux tendu qui nous permet peut-être, on va parler un peu en franglais, dans le just on time, de dire voilà, on va arriver sur quelque chose où tout de suite le consommateur va acheter, il y aura de moins en moins, alors peut-être que je ne vais pas casser le business model de mon ami à côté, mais quelque part, il faut qu'on soit en capacité de ne pas justement solder, donc ça renvoie à la précision des prévisions de vente. On va répondre à la rémunération qui est possible grâce au digital. Et on fera répondre Katie Montfort sur le modèle économique, on va y revenir. À vous, Laetitia. Alors, on va rester sur les notes positives, là, sur le numérique, tout ce qu'il propose, les belles nouvelles plateformes à découvrir. Avec Mimosa, avec vous, Sophie Cucheval, on va donc découvrir. Vous êtes content, vous êtes ravis, vous soutenez. On la découvre tout de suite. En reportage, on part en Haute-Vienne. Du tout début. Direction la Haute-Vienne, à Saint-Victurnien, chez Philippe Boissou. Il a repris la ferme familiale de vaches laitières. J'ai 40 vaches laitières. Ça, c'est suffisant. C'est un petit effectif, mais ce n'est pas ma volonté d'aller au-delà. Il a opté pour du bio il y a maintenant 6 ans. Chaque matin et chaque soir, c'est la traite de son troupeau. Et ce lait, il a décidé de le travailler et de le valoriser. De l'autre côté de la cour, ce laboratoire de 50 mètres carrés qui respecte les différentes réglementations pour pouvoir transformer le lait. Bon, la laiterie est à proximité, donc j'amène les quantités de lait qui me sont demandées par la crémière donc, tous les matins. Et tout est fabriqué à partir de lait de la traite du matin, donc ultra frais, quoi. Ici, le lait devient crème, beurre, riz au lait, fromage frais. Celle qui se charge de cette transformation, c'est Gaëlle, sa compagne. Elle a troqué sa blouse d'aide-soignante contre celle de crémière. Et là, elle prépare l'un des produits phares de la ferme Boissou. On est en train de faire du riz au lait, avec du lait entier de ce matin, donc du riz rond de Camargue et du sucre roux. Voilà. Et ça cuit pendant 2h30 au bain-marie. Si les Boissous ont pu franchir le pas, c'est grâce à Mimosa, une plateforme de financement participatif qui propose du don avec contrepartie, mais aussi des prêts rémunérés. Philippe et Gaëlle ont fait les deux
Et sans ça, il n'aurait pas pu se lancer aussi vite. Ça nous a permis d'avancer pleinement dans notre projet. Voilà, et non, on est hyper contents et on fait énormément de pubs auprès des gens qu'on connaît, qui veulent faire des projets et qui continuent à avancer avec eux parce que c'est vraiment une super boîte, quoi. Le projet, nous, et l'investissement est arrivé, donc bien sûr, la pandémie, Covid-19, établissement bancaire, télétravail, pas forcément joignable, manque de réactivité. Donc Mimosa, c'est en un clic, il a été mis en place une vision. Et puis donc j'ai mis toute mon identité, mon affection pour la mise en œuvre de ce projet, validé sous 48 heures. Et après, il n'y a plus qu'à. Plus que Mimosa, il a convaincu en moins d'un mois les contributeurs, familles, amis, connaissances et même inconnus qui ont adhéré au projet et leur ont permis de récolter 20 000 €, soit un tiers de la somme nécessaire pour la construction du laboratoire. Le prêt court sur 48 mois. Philippe et Gaël sont plutôt confiants car les clients sont bien là. Chaque vendredi, ils sont une centaine à venir retirer les produits bio directement à la ferme. Il y a plus de 100 personnes qui viennent, on n'aurait jamais cru, jamais, on n'aurait jamais cru qu'il y ait 100 personnes qui viennent. On s'était dit, on achètera une vitrine, on ira faire les marchés les week-ends et tout. Et en fin de compte, toute la production part à la ferme, donc voilà, c'est génial pour nous. Plus les épiceries, plus les collectivités, donc c'est top. Qui dit produits laitiers, dit vaches. Les protégés de Philippe profitent du soleil et de l'herbe fraîche de ses prés. Convaincu par le financement participatif, Philippe a déjà d'autres projets en tête. Là encore, il va solliciter les contributeurs via la plateforme Mimosa pour mettre en place un poulailler sur roue. Il y aura un enclos, les poules sont parquées en fait, et on déplace la cabane et les poules une fois par semaine dans de l'herbe, dans une parcelle, dans de l'herbe fraîche, pour éviter d'une part le parasitisme, et puis de toute façon c'est comme la vache laitière, hein, il faut qu'elle ait de quoi picorer et trouver tout ce dont elle a besoin pour une excellente santé, quoi. Des projets plein la tête qui peuvent se réaliser grâce au financement participatif proposé par Mimosa. Depuis 2015, en France, 4000 projets ont vu le jour et environ 50 millions d'euros ont été collectés. Et cela dans divers domaines, le maraîchage, la viticulture, l'élevage, l'apiculture, la brasserie, les énergies renouvelables. Preuve que les citoyens s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation de demain et qu'ils la financent dès aujourd'hui. On en a trouvé quelques-uns dans cette région parce qu'ils ont l'air totalement enthousiastes. Un petit mot, parce qu'on a senti quand même un soutien très fort du DG de InVivo. Expliquez-nous tout de suite le lien InVivo-Mimosa et puis je reviens vers vous. Oui, tout à fait. Alors Mimosa, c'est une plateforme de financement qui a été lancée en 2015 par Florian Breton, qui est lui-même originaire du Sud-Est. On fait quelques infidélités au territoire, qui est un petit-fils de viticulteur, et qui, au lancement de Mimosa, s'est accompagné d'un pool d'investisseurs qui nous ont depuis accompagnés sur 3 tours de financement, puisqu'on vient de clôturer un 3e tour de financement à hauteur de 7,5 millions ce mois-ci. Et effectivement, InVivo fait partie des premiers investisseurs qui ont cru dans le projet. Voilà, c'est plus clair sur l'enthousiasme exprimé à haute voix, c'est pour ça que je voulais qu'on le précise. Concrètement, on vient de voir l'exemple, c'est parfait, et on a bien compris comment ça fonctionnait. Du coup, votre objectif aujourd'hui, c'est de vous adresser directement aux agriculteurs, mais aussi vous allez chercher des consommateurs. Parce que comment vous avez ce discours et comment vous le distinguez ? Oui, tout à fait. Alors, la première cible de Mimosa, c'est vraiment les agriculteurs, puisqu'on leur offre des outils de financement pour accélérer leur projet de transition agricole. Alors la transition agricole, elle peut prendre plusieurs visages. On l'a vu dans le cadre de ce projet, c'est quelqu'un qui est passé en bio il y a 6 ans et qui aujourd'hui était plutôt dans un projet de diversification économique, de retrouver de la valeur sur sa ferme en transformant et en vendant son lait, donc sous forme de yaourt et autres produits sur l'exploitation. Donc on s'adresse d'abord aux agriculteurs, à qui on va proposer donc le don avec contrepartie et le prêt rémunéré comme ça a été mentionné. Le don avec contrepartie pour leur permettre de financer des projets entre, on va dire, 10 et 15 000 euros en moyenne, et le prêt rémunéré pour financer des projets jusqu'à 3 millions d'euros. Et c'est là qu'on a besoin du consommateur. Exactement. Et donc selon l'outil choisi par l'agriculteur, il a plus ou moins besoin d'activer sa propre communication
En prêt rémunéré, c'est surtout la communauté de Mimosa qui va investir, essentiellement des inconnus de l'agriculteur. Là où en don avec contrepartie, il va falloir que l'agriculteur crée l'effet boule de neige et donc convainc d'abord des proches, c'est d'ailleurs ce qu'on racontait dans le reportage, la famille, les amis, des connaissances directes, ce qui va créer ensuite l'effet boule de neige que je mentionnais et donc qui va inciter d'autres personnes inconnues à financer l'agriculteur. Et nous allons passer à la deuxième partie donc, de cet échange dédié au numérique pour mieux manger. Éric Orsena, êtes-vous toujours avec nous ? Mais plus que jamais. Formidable, formidable. Alors justement, bien manger, se poser la question de bien manger, de mieux manger, finalement, mis à part les 5 fruits et légumes quotidiens, comment faire et est-ce qu'on devrait finalement l'apprendre à l'école ? Écoutez, moi d'abord, ce que j'ai entendu jusqu'à présent est tout à fait passionnant parce qu'on voit une ressemblance incroyable entre la transition alimentaire ou de l'agriculture et la transition énergétique. Et on est passé d'un monde un peu abstrait où il y avait des très très grosses structures et qui faisaient un peu la même chose partout. Et ce qu'on a vu là, c'est une extraordinaire diversité et une incarnation, exactement comme dans le domaine de l'énergie. Et tout ça grâce au numérique. Parce que c'est ça qui se passe. On a une contrainte et on a un nouvel outil qui arrive. Et là, je trouve ça passionnant de voir la diversité rendue possible par le numérique. De la même manière qu'on ne pourrait pas développer les énergies renouvelables si on n'avait pas le numérique et le nouveau traitement de ce qu'on appelle les données, les data. Et ça, c'est passionnant. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est merveilleux de prisme et de diversité et d'incarnation. Moi, je ne suis pas seulement économique, je suis romancier. Pourquoi ? Parce que c'est des histoires d'êtres humains à chaque fois. Et on se rappelle à ça, à cette incarnation. Ce n'est pas abstrait, manger. Manger, c'est se grandir, c'est devenir soi-même. Voilà. Mais alors justement, est-ce qu'il y a un problème ? Répondre à votre question à l'école, parce que c'est là où ça arrive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise aux enfants que le poisson, il n'est pas carré et que derrière, il y a des pêcheurs. Et que quand on apprend ce que dit Thierry sur le céréal, qu'est-ce qu'il y a au début de tout ? Comment est-ce qu'on nourrit un animal ? Un animal, il ne vient pas comme ça. Il est nourri comment ? C'est ces questions-là concrètes. Ce sont des histoires. Nous sommes faits de nourriture et les nourritures sont aussi des histoires. Et on est aussi nourri d'histoires. Il était une fois. C'est comme ça que ça marche. Et moi, il y a un grand vent frais qui arrive là, qui souffle grâce à vous tous. On le sent. J'ai plein de mots qui me viennent, de mauvais jeux de mots. Par exemple, pourquoi Mimosa ? Mais Total Mosa. Très bien. On a réfléchi bien, un peu, mais c'est bien. Merci Éric Orsena. C'est bien trouvé. Alors c'est vrai que souvent quand on parle de bien manger, on pense à manger local. Sur votre appli crowdfarming, en revanche, c'est vrai que pour le moment, alors vous êtes en train de développer ce marché français. Là tout à l'heure, on entendait 7 producteurs seulement en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, si ça a augmenté depuis. Oui, exactement. Pour le moment, est-ce que c'est un problème, ça, le manger local aujourd'hui, dans votre proposition, dans votre offre ? Alors, nous, sur notre plan de développement, nous souhaitons bien évidemment multiplier, voire tripler notre offre de produits français pour les consommateurs français. C'est vrai que nous, on voit que le consommateur français voudrait que tous les produits soient made in France, faits, produits, cultivés en France. Après, nous, c'est vrai qu'on se dit, par exemple, il y a certains produits qui sont assez compliqués d'être produits en France. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, acheter du parmesan, forcément, ou un avocat, ou peut-être une orange, c'est vrai que ça va être assez compliqué de pouvoir le produire en France. Donc nous ce que fait crowdfarming, c'est vraiment de proposer une offre détaillée, de proposer que chaque producteur puisse... de la manière la plus transparente, parce que c'est vraiment, nous, on insiste sur ça, c'est vraiment très important, la transparence de l'offre de producteur, pour que le consommateur ait tous les éléments possibles pour qu'il puisse faire un choix. Nous proposons des produits, ensuite nous essayons
principalement d'avoir des produits avec des spécificités régionales, comme par exemple, vous avez pu voir ici des pruneaux d'Agen. Je vous interpelle, excusez-moi, là-dessus, parce que vous me disiez c'est vraiment une particularité française de vouloir manger local, c'est dans notre je pense que c'est très bien, ça montre vraiment un intérêt des gens à vouloir s'engager dans la production locale. Nous essayons au mieux de pouvoir accéder à cette requête-là. Et donc, maintenant, ça va être... moi, je fais appel à tous les producteurs qui souhaitent, qui répondent un petit peu, qui se retrouvent dans la philosophie de crowdfarming, de nous contacter et... Alors, vous parliez de la diversité justement des produits que vous proposez. Qu'en est-il de la viande? On a une question qui est arrivée pour vous de David Carpentier de l'Association régionale des éleveurs ovins, viande et lait d'Aquitaine. On l'écoute. Juste un mot qu'elle démarre, si la régie nous entend. Ces questions, évidemment, je le rappelle à l'audience, n'hésitez pas, on fait toujours, et c'est pour les prochaines conférences qu'il faut le rappeler, il y a toujours possibilité de s'inscrire, il y a plein de possibilités pour envoyer très simplement vos questions à l'avance, et quand on les sélectionne, on peut faire ce qu'on fait tout de suite avec cette personne, c'est-à-dire la prendre avec nous, soit en direct, soit en enregistrement, ce que nous avons fait, ce que nous a expliqué Laetitia. Bonjour, David Carpentier, animateur de l'organisme de défense et de gestion Aréovla, qui s'occupe des filières agneau du Périgord IGP Label Rouge et agneau de lait des Pyrénées IGP Label Rouge. Je souhaitais vous poser une question. Je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé avec des producteurs de viande fraîche pour de la livraison en direct aux consommateurs. Sinon, s'il y avait une raison particulière. Et si oui, comment avez-vous géré la logistique transport et les coûts inhérents? Avec quel transporteur? Et comment avez-vous géré les équilibres matières? Et enfin, je voulais savoir si d'après vous, il existait un réel marché autour de la livraison en direct aux consommateurs de viande fraîche. Voilà, je vous remercie par avance pour vos réponses et vous souhaite un excellent débat. Merci pour cette question. On vous laisse répondre, Cathy Montfort. Donc pour la vente en direct de viande fraîche, malheureusement, ce n'est pas forcément compatible avec notre modèle, étant donné que, je ne sais pas, je vous laisse imaginer, vous allez adopter un petit cochon, vous allez l'appeler Rudy, vous lui donnez un prénom, et je vous dis que dans 6 mois, on le tue pour recevoir votre saucisson. Mais alors, si on ne lui donne pas de nom, c'est assez compliqué. Dès le début, ça peut marcher, adapter le saucisson. Donc non, je suis désolée, pour le moment, tout ce qui est transformation produit issu de la transformation animale. Il n'y a pas une question éthique derrière ça, c'est-à-dire on se dit que finalement vous proposez une plateforme. Ouais. Il y a également aussi, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages de la part des consommateurs, beaucoup de cette tendance végétarienne, végane, de la protection également aussi. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas aussi dans notre concept. Ça va un peu dans les deux. La seule chose qu'on fait, c'est par exemple le lait. Donc on peut adopter une brebis ou une vache. Voilà, et on récoltera son lait pour vous faire un fromage, mais on n'est pas encore sur des animaux vivants. Voilà. Allez, on va continuer avec les questions de l'audience. On en a une autre, elle est pour vous, Simon Foucault. C'est toujours par rapport à votre déclaration de tout à l'heure. C'est Elsa Placide du Centre communal d'action sociale de Bordeaux qui vous interpelle. Bonjour. Le positionnement de Too Good To Go dans la lutte contre le gaspillage alimentaire est intéressant, mais de plus en plus de grandes surfaces se tournent vers vous pour écouler leurs invendus, parfois au détriment d'associations d'aide alimentaire qui jusque-là recevaient des dons pour les personnes en situation de précarité. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est le moment où chacun répond un peu des dérives du numérique, puisque là, c'est le poids du succès. Thierry Blandini en parlait tout à l'heure. Si le chef de rayon fait bien son boulot, et ben voilà, et on sait que ça allait, comme vous dit la dame du CS, plutôt vers eux que vers un petit business pour des gens qui font effectivement des économies. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors, la loi, elle oblige les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus à des associations d'aide alimentaire. Et le modèle de Too Good To Go, c'est d'arriver un peu à la toute fin de cette chaîne et de prendre les produits qui sont exclus du don, parce qu'il y a énormément de produits exclus du don. On parlait de la viande fraîche, il y a aussi les produits à base de crème aux œufs. Enfin, il y a plein de produits qui sont exclus du don et qui peuvent être dans des paniers anti-gaspi vendus par Too Good To Go.
Mais il y a aussi parfois des problèmes logistiques. Une association, pour plein de raisons, elle ne peut pas passer tous les jours dans un magasin. Et parfois, quand le chef de rayon, même s'il a bien organisé son rayon, il se retrouve avec quelques produits invendus et qui doit en fait jeter les jours même à J0, puisque le produit est bon jusqu'au 25 mars et on est le 25 mars. Il se voit contraint de le mettre dans un panier Too Good To Go, parce qu'en plus, pour plein de raisons, l'association va pas être capable de gérer ce produit d'un point de vue logistique. Alors, après, j'entends effectivement cette remarque que des associations voient leurs dons baisser potentiellement depuis que des entreprises et des distributeurs utilisent Too Good To Go. Nous, on travaille main dans la main et on essaye de renforcer quotidiennement nos liens avec les associations, parce que dès que nous, on est approché ou qu'on approche des commerçants, notre message, c'est d'abord, est-ce que vous donnez ? Si vous donnez, c'est très bien. Nous, on va venir en plus, c'est-à-dire que notre volonté, c'est de vider complètement vos poubelles. Vous videz une partie de vos poubelles grâce aux dons que vous donnez. Enfin, vous évitez en tout cas de mettre des produits à la poubelle grâce aux dons que vous donnez. Et bien, on va vous éviter de mettre d'autres produits à la poubelle. Ce sont ceux que vous ne donnez pas aux associations pour plein de raisons, ou logistiques. On ne va pas anticiper la partie qui sera la conclusion d'ailleurs sur la rémunération, même si on l'a envie d'envoyer. Mais si vous donnez sur le modèle économique de votre plateforme, comment ça fonctionne ? Alors, c'est sur un panier. Alors, un panier, c'est un tiers de la valeur initiale. Donc tout à l'heure, la personne qui vendait des salades, le magasin, vendait des paniers à 5 € pour des paniers de 15 €. Et nous, on récupère 25% de la valeur du panier et le reste revient aux commerçants. Ok, allez, une dernière question. Eh bien, Sophie Cucheval, vous n'allez pas échapper non plus. Vous avez reçu une question. Elle vient de Vincent Laroche de Terre de Liens. C'est un mouvement qui souhaite faciliter l'accès des paysans à la terre, le développement de l'agriculture bio. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Vincent Laroche et j'ai une question pour la représentante de Mimosa. Donc la plateforme Mimosa, c'est un peu le KissKissBankBank dédié à l'agriculture. C'est une plateforme qui est leader, assez généraliste dans le sens où tout type de projets sont mis en avant, comme soutenir la création d'un rucher ou financer une unité de méthanisation agro-industrielle. Donc finalement, le panel de projets est assez large. D'autres plateformes de financement participatif qui sont dédiées à l'agricole existent. Je pense notamment à bluebees.fr ou à zest.coop. Zest parle de crowdfunding éthique, Bluebees parle de financement solidaire de la transition écologique, et Mimosa, quant à elle, utilise le slogan « Faites du bien à votre épargne, mettez-la au vert ». Côté partenariat, sans rentrer vraiment dans les détails, chaque plateforme semble avoir des approches assez différentes. Bien évidemment, ces partenariats sont en lien avec les valeurs portées par chacune d'entre elles. Ma question est donc la suivante. Comment se positionne Mimosa ? Quelle est l'éthique que porte la plateforme ? Sur quels critères environnementaux, sociaux et économiques sont retenus les projets présentés ? Et quelle comparaison pouvez-vous faire avec Bluebees ou Zest et que pensez-vous de leurs approches ? Moi, je salue toutes les personnes là, qui nous ont posé des questions en amont et on voit vraiment que le sujet, c'était souligné tout à l'heure par Eric Orsena, est vraiment en train de passionner les gens. On est vraiment dans un sujet de société avec cette place du numérique et de notre alimentation. Sophie Cucheval. Merci pour la question déjà. J'aime beaucoup le terme de plateforme généraliste que j'avais jamais entendu pour Mimosa et je pense que ça rejoint le commentaire de dire que l'agriculture est en train de devenir le cœur du débat et le cœur des enjeux. Il y a une première remarque que j'aimerais faire parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont été citées par cette personne et je pense que c'est intéressant parce qu'on parle d'agriculture et nous on a un pied dans l'agricole mais on a aussi un pied dans ce qu'on appelle les fintech et le crowdfunding est aujourd'hui un marché qui vient de dépasser le 1 milliard d'euros en France. C'est intéressant parce que c'est un marché qui a plus de 10 ans et qui connaît encore une croissance en 2020 de 62%. Donc tout ça pour dire que c'est un marché très dynamique et les Français ont vraiment envie de participer financièrement à des projets, qu'ils soient agricoles ou non, même si l'agriculture est un des secteurs qui est aujourd'hui qui connaît la plus forte dynamique. Alors pour ensuite rentrer dans le détail de la réponse, Mimosa, nous, on a plusieurs critères d'éligibilité d'un projet sur la plateforme. Il faut que ce soit un projet qui respecte les valeurs de Mimosa et du financement participatif, du financement sociétal. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une personne qui ait envie de communiquer en fait, auprès des citoyens, auprès des consommateurs. C'est finalement une condition sine qua non. Et puis ensuite, il faut que ce soit un projet qui soit dans le secteur agricole ou alimentaire, donc de production, de transformation, de valorisation dans ces secteurs, et qui porte un projet de transition environnementale, climatique, sociétale et économique. Et effectivement, on a une grille ensuite d'analyse des différents projets qui nous sont proposés
en don avec contrepartie, où on va accepter à peu près 60% des projets qui viennent à la plateforme, et en prêt participatif, où là, on va accepter à peu près 5% des projets qui viennent, puisque au-delà de l'analyse agricole, on va avoir une analyse financière. Sur le choix des partenariats, l'objectif de Mimosa, c'est pas d'avoir une position dogmatique sur l'agriculture, c'est vraiment de rechercher de l'impact. Et l'impact, on est certain, mais c'est vraiment une conviction. Notre première conviction, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est la solution aux grands enjeux du XXIe siècle. Quand on parle d'environnement, quand on parle de climat, d'alimentation, de santé, Éric Orsena mentionnait l'énergie. Aujourd'hui, 20% de l'énergie renouvelable française est produite par les agriculteurs. Finalement, on se rend compte que l'agriculture, les agriculteurs, les agricultrices sont au cœur de ces enjeux-là. Mais au-delà des agriculteurs et des agricultrices, il y a aussi tous les maillons de la chaîne. Donc nous, on va chercher le citoyen, qu'on responsabilise aussi sur ces questions-là, mais on va également chercher les entreprises. Il ne faudrait pas les oublier. Les coopératives, les industriels, les distributeurs sont essentiels. Et donc, le choix de nos partenariats, en fait, il est guidé par la recherche de l'impact. Et aujourd'hui, c'est en travaillant avec des coopératives comme InVivo, en travaillant avec des industriels comme Danone, en travaillant avec des distributeurs comme Carrefour. J'emploie exprès, finalement, ces mots-là, qui sont des plus gros, mais parce qu'en fait, c'est grâce à eux qu'on va réussir à avoir de l'impact. Quand l'ensemble des fournisseurs de Carrefour, quand l'ensemble des éleveurs laitiers de la filière des filières Danone auront transité, c'est là qu'on aura aussi gagné et qu'on aura répondu à nos objectifs. Merci beaucoup. On va passer à la troisième partie de notre échange et qui sera en effet la fin de cet échange sur le numérique. Pour mieux rémunérer, vous parliez à l'instant justement des coopératives. Quelle est aujourd'hui l'importance ou pourquoi les paysans, pourquoi les agriculteurs n'ont pas envie aujourd'hui de se fédérer en coopérative? Car il semblerait que ça pourrait être une solution pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui gagnent peu d'argent aujourd'hui en majorité. Alors, je rappelle que le monde coopératif, c'est la moitié de l'alimentaire en France. Hein. Donc, on est déjà assez structuré. Que l'Union InVivo, c'est 180 coopératives, c'est 300 000 agriculteurs, c'est la moitié de la ferme France, hein, dans toutes ses composantes. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette structure ? Comment on la transforme ? Comment on réinvente cette structure pour s'adapter à la vision du monde qui a été décrite, hein ? Mimosa, au-delà de l'aspect technique, on adhère parfaitement à la même vision du monde. Tout ce qui a été dit, c'est formidable parce qu'on pourrait signer en bas InVivo. Et donc on engage l'ensemble de nos coopératives sur ce mouvement de transition. Ce qui est une révolution quelque part dans des vieilles maisons, parce que la coopérative, ça a été créé après la guerre, donc quelque part c'est d'engager cette transformation. Et c'est pour ça qu'on a investi dans Mimosa et dans d'autres startups pour transformer de l'intérieur notre monde, pour impulser ces nouvelles idées, un petit peu de fraîcheur sur des organisations historiques. C'est l'accompagnement digital qui est voilà. indispensable. Et donc du coup, nous, forcément, on a une taille beaucoup plus importante qu'une start-up. Donc du coup, nous, on est parti sur des investissements conséquents dans le digital. On a créé une Digital Factory. On a investi, alors on en parlera après, on a investi 50 millions d'euros pour créer une plateforme avec les mêmes, on va dire, les mêmes attendus et la même performance que les grandes plateformes américaines que vous connaissez. On ne voulait pas se plugger sur une plateforme existante. On voulait garder notre souveraineté sur le digital. Donc, c'est vraiment un investissement conséquent. Et donc, à partir de là, on travaille avec les coopératives pour créer un lien digital. Bon, c'est Aladdin.farm, j'y reviendrai peut-être après, ou je ne sais pas si c'est maintenant. Allez-y, c'est le moment, parce qu'on va accélérer un petit peu pour tout dire. Et donc, juste pour dire qu'on a créé une plateforme aujourd'hui qui s'adresse, alors ce n'est pas sur la vente, mais sur les achats. Pour renforcer la compétitivité de l'agriculture, il faut que les agriculteurs achètent leurs intrants, au sens large, à des prix compétitifs. Donc, il faut massifier les achats, il faut les digitaliser. Et donc, Aladdin.farm, c'est ça, c'est une plateforme 360 degrés sur les besoins des agriculteurs pour qu'ils puissent trouver tous leurs besoins pour pratiquer cette nouvelle agriculture, cette transition agricole. Et donc, on est en responsabilité avec tout notre écosystème de fournisseurs pour quelque part qui se pluguent et qui pluguent leur catalogue sur cette grande plateforme. Et donc, ça veut dire qu'un agriculteur, il a une application maintenant qui va s'appeler Aladdin.farm. Il va pouvoir voyager sur une grande plateforme, voir ce qui se passe dans le monde entier dans l'agriculture et pouvoir commander tel ou tel produit en lien avec sa coopérative. Il ne s'agit pas pour nous, InVivo, avec Aladdin.farm, de traiter directement avec l'agriculteur, mais de renvoyer la demande de l'agriculteur sur la coopérative pour garder le lien entre la coopérative et son adhérent. Et l'idée, c'est de pousser la coopérative à investir en digital, en IT, en informatique, pour articuler en fait le flux d'informations. C'est-à-dire que l'agriculteur va rentrer sur la plateforme Aladdin. Je prends un exemple de coopérative que j'ai bien connu dans le Sud-Ouest qui est adhérent.
Donc Maïsadour, par exemple, que vous connaissez, voilà. Aladin by Maïsadour. Donc tout de suite, il va sur le site de Maïsadour, qui lui dit « Bienvenue, monsieur l'agriculteur, vous êtes adhérent, super, on a noté votre commande, voilà les conditions que vous avez, qui sont spécifiques à notre coopérative. Et votre technicien, parce que c'est important de mettre les techniciens agricoles au centre du jeu, il ne s'agit pas de disrupter le modèle, mais de le digitaliser. Votre technicien va être informé par SMS que vous avez commandé et se tient à votre disposition pour mettre en place le produit. C'est un service premium que vous connaissez bien par une autre plateforme. Donc Aladin.farm, c'est ça pour les agriculteurs. Donc ça, c'est la partie, on va dire, achat qui est en train de se déployer très rapidement. Et donc après, il y a la partie vente. Donc ils vont pouvoir vendre directement sur la plateforme leurs produits. Donc les grandes cultures, les grains, mais aussi les produits en circuit court. Et donc ça, c'est l'étape d'après, c'est comment on va passer effectivement à créer une plateforme de produits locaux, de produits bio, et tout ça, on va s'appuyer sur cette technologie pour le mettre en lien avec cette plateforme qui est en B2B. Donc c'est l'idée de passer du B2B au B2C, et on s'appuie sur notre savoir-faire retail, avec nos jardineries, avec nos produits locaux, nos produits bio qui sont vendus dans les jardineries. Je rappelle les marques, Jardiland, Gamme Delbar. Donc on a un écosystème, on a un système omnicanal qu'on va créer avec le retail et les agriculteurs qui font partie du lien in vivo. Thierry Blandinière, est-ce qu'on n'est pas en train de votre description très précise, de se dire c'est ça où on va voir disparaître ce modèle coopératif et de fonctionnement avec les agriculteurs? C'est ça où ça va plus exister, on est d'accord quand même? Les coopératives, en fait, pourquoi elles existent? Parce que les agriculteurs se sont mis ensemble pour mieux acheter et mieux vendre, à la base. Oui, tout à fait. Mais c'est vieux comme... Il y en a partout dans le monde, des coopératives, pas qu'en France. Les grosses coopératives, elles sont plutôt en Europe du Nord aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est à partir de cette idée, qu'est-ce qu'on peut mutualiser en termes d'investissement aussi. Et donc c'est parce qu'on peut regrouper l'ensemble de ces coopératives qu'on peut investir des sommes conséquentes, si tout le monde est d'accord, pour transformer le modèle coopératif notamment. Et donc l'idée, c'est de réduire effectivement, on va dire, la distance entre l'agriculteur, sa coopérative et le marché. Donc, grâce au digital, bien sûr, il y a le service, mais il y a aussi l'idée de pouvoir promouvoir telle ou telle performance en termes d'agronomie, par exemple. Est-ce que je suis HVE, donc haute valeur environnementale? Est-ce que j'ai plus de biodiversité dans mes sols? Est-ce que je pratique une agriculture régénératrice des sols? Tout ça, je vais pouvoir le valoriser, y compris dans les grandes cultures où, vous savez, quand on fait du blé, on n'a pas un lien direct avec le consommateur. Par contre, on pourra créer une blockchain qui fait que finalement, sur des commodities, on va pouvoir les valoriser parce qu'on va valoriser la démarche des agriculteurs engagés dans cette transition agricole. Allez, un dernier mot sur cette accélération numérique. Est-ce que la crise du Covid, comme dans d'autres domaines, on entendait Michel-Édouard Leclerc, pour ne pas le citer, dire qu'il avait quadruplé en un an le nombre de clients sur le numérique. Est-ce que ça a été aussi un accélérateur? Je parle là pas pour les consommateurs, mais pour les producteurs, les agriculteurs. Est-ce qu'ils ont été plus aptes à venir justement sur cette plateforme Oui, pour nous, ça a été un formidable accélérateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistance sur les datas, à qui appartiennent des datas, comment je me connecte. Donc tout ça, ça a levé beaucoup de freins. Dès l'instant où il y a une loi, effectivement, maintenant qui est en place, qui sécurise quelque part, on va dire, les données, parce qu'il y avait un vide juridique, maintenant au niveau européen, c'est bien cadré. Et du coup, ils ont vu la praticité de pouvoir se connecter, parce que leurs techniciens qui venaient tous les matins boire le café, ils ne venaient plus. Donc il fallait qu'ils se connectent. Donc ça a accéléré le principe de la digitalisation de la ferme France. Eddy Fougier, est-ce que cette accélération, on va dire, dans l'obligation de travailler comme ça, permet justement de voir émerger, on va en voir beaucoup plus, les youtubeurs ou d'autres preneurs de parole dans le monde agricole? C'est-à-dire, est-ce que cette culture, du coup, va se partager et va passer du B2B, pour reprendre l'expression qui va plaire à Éric Orsena, qu'on resalue à nouveau, à effectivement un public plus large? Est-ce que c'est ça qui va nous faire demain voir arriver encore plus d'agriculteurs communicants? Sans doute. Les outils, et puis aussi, d'ici 10 ans, on va avoir un grand renouvellement des générations. On sait très bien qu'il y a au moins un tiers d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs qui s'installent aujourd'hui, il y a un concours qui a été organisé en 2020 sur les nouveaux agriculteurs en termes de communication. Et effectivement, ils intègrent tout de suite cette idée d'ouvrir leur ferme, de montrer ce qu'ils font. Alors, pas uniquement sur YouTube, parce que c'est compliqué, ça demande du temps et de la technologie. Mais effectivement, cette idée d'utiliser tous les outils à
disposition, c'est quelque chose pour sécuriser aussi des débouchés, hein, pour avoir une partie de leurs revenus qui est sécurisée, pour avoir des clients à l'étranger, parce qu'effectivement, l'exemple là des pruneaux était assez intéressant. Et tout ça fait qu'on est en train de passer à une nouvelle agriculture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le grand décloisonnement de ces questions. Aujourd'hui, la société s'intéresse aux questions alimentaires et agricoles. La société et les citadins, d'un coup, redécouvrent leur origine rurale, alors que jusqu'aux années 80, on les masquait, les origines rurales. On était plutôt des bouseux. Aujourd'hui, on les met en avant. On voit que beaucoup d'acteurs qui n'avaient rien à voir, a priori, ici, on n'est pas nécessairement en lien direct avec, on n'a pas d'exploitation, s'intéressent aux questions agricoles et aux questions alimentaires. On voit que des acteurs économiques différents aussi s'intéressent à ces sujets-là, et on voit que les agriculteurs, eux, s'ouvrent à ce qui se passe ailleurs en termes technologiques et en termes d'évolution de la société. Donc c'est quelque chose qui est... Et on attend de l'agriculture aussi qu'elle fasse autre chose que de l'alimentaire. Donc on voit bien qu'il y a un grand décloisonnement et que tout ça est plutôt positif dans l'ensemble. Alors Sophie Quecheval, on est un certain nombre à avoir envie de redevenir des bouseux, justement. Et le monde d'après, il pourrait aussi être un monde plus à la campagne pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous avez observé pendant cette crise sanitaire, justement, une nature de projets différents, ou en tout cas un engouement? Oui, alors nous, on a effectivement on a fait partie des structures qui ont eu de la chance, en fait, pendant cette période de confinement. On a eu à la fois un record d'audience et de contribution de la part des citoyens qui venaient dans l'objectif d'aider le monde agricole. Donc en fait, ils cherchaient, ils ne connaissaient pas forcément Mimosa, et ils sont arrivés, au fil de leur cheminement, notamment sur Internet, à donner de l'argent ou à prêter de l'argent à des agriculteurs sur la plateforme. Et puis on a eu le mouvement inverse, et le témoignage qu'on a entendu en est le reflet, où on a des agriculteurs qui ont encore plus subi l'inertie des banques, avec lesquelles on travaille par ailleurs très bien, puisqu'on accompagne des projets en alternative, mais également en complément sur des plans de financement, voire en effet levier pour débloquer, accélérer des situations à la banque. Mais donc on a vu aussi plus d'agriculteurs venir dans cette période en se posant plus la question de moyens alternatifs de financer et d'accélérer le financement de leurs projets via les différents outils qu'on peut proposer. Merci. Il va être l'heure de conclure. Je vais appeler Jean-Pierre Reynaud à nous rejoindre, mais entre-temps, on va faire une conclusion, Laetitia, si vous voulez bien, avec notre ami Éric Orsena, qui, j'en suis sûr, a plein de choses à nous dire, justement, sur ces futurs nouveaux agriculteurs qui sont déjà là, puisqu'on entend qu'il y a plein de nouveaux agriculteurs. Oui, c'est ça, selon vous, Éric Orsena. Est-ce que le monde d'après sera marqué par un retour à la terre ? Retour à la terre, retour au terroir, retour aux possibilités. Moi, ça m'a passionné cette matinée, passionné. Et on voit bien que l'agriculture revient au centre de la société. Pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit d'alimentation. Alimentation, c'est-à-dire la santé. Et il s'agit aussi des questions de souveraineté qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'a dit Thierry sur notre dépendance en termes de protéines, eh bien, il faut faire très attention si la transition va trop vite, c'est-à-dire qu'on gagnera d'un côté et on perdra de l'autre en termes de dépendance, notamment vis-à-vis de l'Amérique latine. Donc on voit bien qu'il faut retisser un lien avec notre agriculture et retisser une sorte de pacte de confiance avec l'agriculture. Et je vis exactement la même chose avec la science. On a été contre les vaccins, maintenant on se bat pour avoir des vaccins. La question de la confiance est là. Et le numérique est là pour nous aider. Le numérique est là pour, étrangement, donner plus de concret alors qu'on passe par le virtuel. C'est ça qui me passionne. Il y a plus de souplesse, il y a plus de possibilités. Et on voit des très grandes structures qui sont, au fond, un peu obligées de se changer aussi en une sorte d'archipel de start-up. Et moi, ce monde me passionne. Moi, j'étais tout près d'Edgar Pisani dans une autre étape de l'agriculture. On se battait pour la souveraineté. Et maintenant, plus que jamais, je suis passionné par cette nouvelle étape des agricultures. Et des agriculteurs qui vont évidemment devenir des personnages de nos vies alors qu'on les avait oubliés. Edgar Pisani, ancien ministre, je le rappelle, parce que la moitié de ce plateau n'a pas connu Edgar Pisani. Non, mais on est bien d'accord
mais c'est lui qui a relancé l'agriculture. Donc l'histoire est inséparable de la géographie. Très bien, Éric. Allez, on va vous faire avancer. Belle journée en Bretagne. Jean-Pierre Reynaud, on va se mettre comme avec Philippe Lassalle tout à l'heure. Crise sanitaire oblige que nous respectons sur ce plateau, comme sur tous les plateaux de TV7 et en ce moment. On va conclure ce beau moment. Éric Orsena l'a fait pour nous. En revanche, c'est surtout pas la fin d'une belle histoire qu'on est en train d'écrire avec vous. Et merci encore, vous êtes le président de l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine et puis évidemment élu ici, vous nous accueillez à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une belle histoire, je dis, parce que c'est plusieurs épisodes et on va se donner rendez-vous le 29 avril. Et vous y serez et on va se parler de quoi et où? Alors, on se parlera des circuits courts et des courts-circuits. Donc, on a vu qu'il y avait des fois les deux aujourd'hui. Hein. Voilà, alors, oui, non, mais c'est... alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'électrocution, mais donc, ce sera aussi quels sont les leviers qu'on peut mettre en œuvre, effectivement, pour une alimentation de proximité. Très bien, donc ça sera le 29 avril à 10h30 et on va changer, on va changer de lieu puisque ça se déroulera à Limoges. Tout à fait, puisque la volonté de l'ANA... Notre capitale régionale, donc, et on parlera à ce moment-là de la prochaine qui se déroulera à Poitiers. Donc, sur une volonté produits de qualité, donc de bien occuper tout le territoire de notre... de notre Nouvelle-Aquitaine. Oui, voilà. Je voudrais dire simplement deux mots. D'abord, merci à notre parrain, donc Éric Orsena, et à tous les intervenants ce matin. Donc, merci à vous pour. On salue qui sont venus jusqu'à Bordeaux. C'est pas que c'est loin, mais en ce moment c'est compliqué. Donc. Voilà. Mais en tout cas, voilà, merci d'être venu jusqu'ici et de votre contribution à notre cycle de conférences, donc qui veut promouvoir donc la souveraineté alimentaire, donc puisque c'est le fil conducteur de notre cycle de conférences. Juste revenir quand même sur quelques mois en arrière, donc très rapidement, donc sur la situation dans laquelle on s'est trouvé au lendemain du confinement, donc sur une situation complètement inédite où les producteurs venaient de perdre leur marché, pour beaucoup. Les consommateurs étaient désorientés parce que voilà, tout était remis en cause. On ne sait plus où aller faire nos courses. Voilà. Donc, et l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, nous avons très rapidement réagi, donc, et nous avons créé une plateforme solidaire. Donc, Philippe Lassalle-Saint-Jean l'a cité tout à l'heure, mais simplement rappeler quelques chiffres. Donc, pour ça, j'ai un papier. Donc, c'est 1800 producteurs donc, de Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine. C'est plus de 230 points de retrait. Donc, sur la région, donc avec des drives fermiers, La Ruche qui dit oui. Donc, on a créé un partenariat avec ce qui existait sur notre territoire. C'est une vingtaine d'initiatives locales donc sur l'ensemble de la région. Et c'est 36 000 familles qui sont inscrites pour recevoir les alertes chaque fois qu'il y a de nouveaux producteurs qui s'inscrivent sur la plateforme. Alors une plateforme qu'ils peuvent encore rejoindre, évidemment, ce n'est pas limité, tout est illimité, on l'a vu, on a même vu que certains voulaient multiplier par 10 leurs pratiquants sur la plateforme. En tout cas, nous, on vous souhaite, et on vous souhaite à tous une belle journée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ces rendez-vous. Ils marchent énormément en replay. Il suffit d'envoyer le lien vers des amis, des professionnels qui n'auraient pas eu le temps d'y participer. En tout cas, portez-vous bien et surtout, comme dirait Éric Orsena, mangez bien.